J'ai nommé cette intervention poire d'angoisse. Mais la poire d'angoisse n'est pas un fruit exotique. Quoique, elle existe tout de même. Elle a un goût âpre, mais ce n'est pas le propos. Ici, je parle de l'instrument de torture. Cet objet aurait servi lors de l'époque médiévale. Et je dis « il aurait » car sa réelle existence à cette époque n'est en réalité pas prouvée. Mais d'abord, je vous propose une définition ainsi qu'une parenthèse étymologique du mot « angoisse ». Selon le dictionnaire Larousse, je cite « l'angoisse entoure, elle enferme, elle est un goulot d'étranglement ». Cet affect est défini comme une grande affliction avec inquiétude. Ne dit-on pas « avaler des poires d'angoisse » ? N'entendons-nous pas parler régulièrement d'angoisse de séparation, d'angoisse d'abandon, d'angoisse de mort, d'angoisse de morcellement ou encore d'angoisse de castration ? Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Sa racine latine angustia signifie resserrement. La racine ang désigne la position de deux droites qui forment une pointe au bout ou un angle. Cette image rejoint l'idée de resserrement évoquée plus tôt. D'ailleurs, dans différentes langues, la racine ang signifie l'angle aigu où l'on est resserré. Dans la langue française, la racine ang se trouve notamment dans deux mots, angoisse et angine. Cette origine étymologique et sa définition illustrent parfaitement ce que décrivent les patients et psychanalysants en termes de manifestations psychiques et corporelles lorsqu'ils parlent de ce qu'ils qualifient d'angoisse. Au quotidien dans sa consultation, le clinicien se doit aussi de travailler avec les symptômes corporels des patients et des psychanalysants qu'il reçoit. Dans ce cas, la libido s'est écoulée sur la scène corporelle car elle ne passe pas par le langage. Après ce petit détour clinique, revenons à notre poire d'angoisse. Petit objet en forme de poire donc, elle se présente de la manière suivante. À l'aide de ressorts ou de petites vis situées à l'intérieur, la poire s'ouvre et s'élargit et ne peut se refermer qu'à l'aide d'une clé. Cette petite boule serait introduite dans un des orifices de sa victime, dans l'orifice anal, mais surtout l'orifice buccal. Cela dit, ces instruments, dont le nom est cité au XVe siècle, servaient aussi plus simplement à bâillonner un prisonnier pour l'empêcher de parler. L'avantage de la poire d'angoisse étant qu'elle empêchait les cris difficilement supportables par les bourreaux. Voici un bref extrait d'un récit mettant en scène l'utilisation de la poire d'angoisse. Harry Dickson voulut crier, mais aussitôt il sentit une douleur affreuse lui vriller la gorge. Quelque chose se gonflait dans sa bouche dès qu'il essayait d'émettre un son. C'était une ingénieuse poire d'angoisse qui lui permettait de respirer, mais non de crier ou de parler. C'est de cela dont il s'agit dans la clinique. L'être, certes, respire, il vit, mais il ne peut dire un mot, autrement dit, il ne se positionne pas en tant qu'être parlant. En psychanalyse, l'angoisse désigne un affect de déplaisir plus ou moins intense qui se manifeste à la place d'un sentiment inconscient chez une personne dans l'attente de quelque chose qu'elle ne peut nommer. Chris Bishop, historien, infirme l'existence de la poire d'angoisse en tant qu'instrument de torture. Selon son hypothèse, elle était en fait un instrument chirurgical, dans la lignée du spéculum, et même pourquoi pas un extenseur de chaussures. Eh bien, je vous propose ici de faire un parallèle entre cet instrument qu'est la poire d'angoisse et ce qui se joue dans la cure d'un être lorsque l'angoisse apparaît. L'affect qu'est l'angoisse peut être à la fois un instrument de torture et un instrument d'opération. D'un côté, l'angoisse est vécue par le patient ou le psychanalysant comme une véritable torture, l'empêchant souvent de respecter la règle fondamentale. Je me suis perdue, excusez-moi, de la psychanalyse lors des séances. De l'autre côté, l'angoisse peut être au contraire être employée par le garant de la cure pour opérer cliniquement. Très tôt dans son œuvre, Freud s'interroge sur la nature de l'angoisse. Il dégage la névrose d'angoisse en 1895 dans son article « Du bien fondé à séparer de la neurasthénie, un complexe de symptômes déterminés en tant que névrose d'angoisse ». L'état d'attente anxieuse devant le rien ou devant le vide serait le noyau de l'affaire. Ce qui la distingue de la peur, par exemple, c'est son caractère diffus, ainsi que les manifestations somatiques qui l'accompagnent.
Mais l'angoisse elle-même n'est encore que considérée comme un symptôme de la névrose à l'époque. Freud dit de cet affect qu'il est le fruit de toute frustration sexuelle. L'angoisse représente un débordement libidinal, un trop-plein. Le quantum d'affect, détaché de la représentation suite au refoulement, se trouve alors transformé en angoisse. Mais Freud, reprenant sa théorisation de l'angoisse en 1926, contredit sa première hypothèse. Désormais, il affirme que c'est le refoulement qui naît de l'angoisse et non l'inverse. L'angoisse se produit et se manifeste afin de faire barrage aux désirs inconscients. Son siège est le moi, et elle occupe une fonction d'autoconservation, d'un signal d'alarme. L'angoisse de castration semble représenter l'origine de toute angoisse. Dès que le moi reconnaît l'angoisse de cette punition, il se met en alerte. Ensuite, l'angoisse se tient prête à se fixer sur n'importe quel objet, amenant par exemple à la formation de phobie. L'angoisse de castration change la donne dans la compréhension de l'intérêt de ce signal d'alarme. Elle n'est plus considérée comme un signal d'alarme face à un danger, mais comme, je cite, une réaction face à une perte, face à une séparation. Cette angoisse face au manque rejoint une angoisse originelle, étant celle de la séparation avec le premier objet d'amour, la mère. C'est donc la perte de la mère ou du phallus qui est angoissante. Puis durant l'année 1933, Freud nourrit davantage ses travaux sur l'angoisse. Et dans Angoisse et vie pulsionnelle, Freud nous enseigne que l'angoisse et le symptôme sont intimement liés. L'angoisse se trouve être le prédécesseur et le symptôme son successeur. Le symptôme vient remplacer l'angoisse tel un bouclier. Symptômes et angoisse se relayent alors sur la scène psychique. Jacques Lacan reprend durant l'année universitaire 1962-1963, dans son séminaire Livre 10, la théorisation freudienne de l'angoisse. Pour lui, il ne s'agit pas du manque, mais plutôt du manque du manque. L'angoisse n'est donc pas sans objet, bien au contraire. L'angoisse survient lorsque n'importe quel objet vient à la place de l'objet petit a, qui est objet cause du désir, et qui ne peut être désigné par un objet réel. C'est donc un objet ou un trop-plein d'objets qui provoque cet affect central. Comme cité plus tôt, Freud dit que l'angoisse est le moteur du refoulement. Jacques Lacan confirme ces dires, mais nous l'enseigne d'une manière tout autre. L'angoisse, selon ce dernier, est l'agent qui permet de conduire l'objet cause du désir. Autrement dit, l'angoisse appelle au manque. L'angoisse ne signale donc pas la perte de la mère ou du phallus, mais plutôt le défaut du manque, afin de protéger le moi de l'être d'un risque de disparaître dans l'autre. C'est principalement sur ce point que Jacques Lacan se trouve en désaccord avec Freud. Il ne s'agit pas d'un signal face à un danger interne, mais plutôt d'un signal face au danger que représente le désir de l'autre. L'angoisse met en garde le moi que l'autre le désire et qu'il y a donc un risque pour ce dernier de s'évaporer dans l'autre. C'est l'angoisse d'être ce dont l'autre manque. Ce que nous pouvons retenir d'essentiel dans l'enseignement de Lacan en ce qui concerne l'angoisse, c'est que le manque est nécessaire. De toute façon, l'être est structurellement manquant, et c'est lorsque le comblement total se fait sentir que le manque vient à manquer, que l'angoisse surgit. Que l'être soit structurellement parlant est nécessaire pour qu'il soit désirant. Nous ne pouvons pas désirer ce qui n'est pas manquant, cela tombe sous le sens. Être totalement comblé supprime le désir, et quoi de plus angoissant pour l'être de vivre sans désirer? Jacques Lacan en dit ceci. Il y a toujours un certain vide à préserver, qui n'a rien à faire avec le contenu, ni positif, ni négatif de la demande. C'est de son comblement total que surgit la perturbation où se manifeste l'angoisse. La demande vient indûment à la place de ce qui est escamoté, petit a l'objet. N'entendons-nous pas souvent ces êtres qui se sentent étouffés face à un amant, par exemple, à un partenaire amoureux, qui tente de combler tous ses désirs, ces êtres qui finissent par s'enfuir face à un tel envahissement? Cette expression commune, il ou elle m'empêche de respirer, qui ne l'a jamais entendue? Il n'y a alors plus de désir et l'être prend ses jambes à son cou. C'est comme cette image de poire d'angoisse qui prend toute la place dans l'orifice buccal et qui barre la possibilité de laisser passer ne serait-ce qu'un son de la part de sa victime.
Alors, l'angoisse est-elle une question ou une réponse? Peut-être ni l'une ni l'autre, mais une demande ou une quête. Plus précisément, une quête du manque. De quelle manière le clinicien peut-il ou doit-il opérer avec les manifestations d'angoisse chez l'être qui lui rend visite dans sa consultation? Jacques-Alain Miller nous enseigne que la traiter n'est pas la solution. Au contraire, il s'agit de s'en servir comme appui pour l'avancée de la cure. Lacan nous indique que l'angoisse est primordiale car elle vient dire quelque chose sur le désir inconscient de l'être. La supprimer reviendrait pour le clinicien et pour le patient à se priver de précieux indices pour en savoir plus sur le désir inconscient du patient. Lacan invite donc le clinicien à saisir les différents épisodes d'angoisse chez les patients et les psychanalysants qu'il reçoit, l'idée étant de ne pas se dérober face à ces manifestations parfois puissantes. Comme il le dit si bien, je cite, « Nous allons essayer cette angoisse de la prendre sous le bras ». La prendre sous le bras donc, afin de mettre à jour les signifiants refoulés. Lacan affirme « L'angoisse, c'est ce qui ne trompe pas ». Plus loin, il dit « L'angoisse, c'est cette coupure nette, sans laquelle la présence du signifiant, son fonctionnement, son sillon dans le réel est impensable. C'est cette coupure s'ouvrant et laissant apparaître ce que maintenant vous entendez mieux, l'inattendu, la visite, la nouvelle, ce qui si bien exprime le terme de pressentiment, qui n'est pas simplement à entendre comme pressentiment de quelque chose, mais aussi comme le pré-sentiment, ce qui est avant la naissance d'un sentiment. Ce qui est la véritable substance de l'angoisse, c'est ce qui ne trompe pas, le hors-doute. Puis, il ajoute que le doute naît pour éviter ce qui, dans l'angoisse, se tient d'affreuses certitudes. Et ce qui paraît complexe avec l'angoisse dans la cure psychanalytique, et c'est d'ailleurs ce qui la caractérise, c'est qu'elle est difficilement descriptible et dissible. Les mots manquent, il y a un manque à dire. Alors, cliniquement parlant, comment tout ceci s'illustre? La cure psychanalytique apaise l'angoisse, car elle permet le manque, elle introduit la castration, car elle permet de se dégager de tous les savoirs explicatifs, logiques, auxquels s'accrochent les patients et les psychanalysants. C'est à cela que répond la règle fondamentale de la psychanalyse, celle d'associer librement ses pensées. Elle déroute souvent dans un premier temps les patients, mais lorsqu'elle est respectée, la route vers le savoir reprend de plus belle, plus exactement, le savoir du désir inconscient. Comme pour la poire d'angoisse, il y a l'idée selon laquelle l'angoisse paralyse la parole et l'idée selon laquelle elle est un instrument pour opérer cliniquement. Petite anecdote personnelle pour finir. Justement, à l'occasion de cette intervention, cet affect d'angoisse s'empare de moi. En effet, c'est ma première intervention, la pression est là et forcément, je n'ai pas envie de me planter. Je commence alors à me plonger avec sérieux dans l'œuvre de Freud, puis de Lacan, que je découvre à peine car ma formation n'en est qu'à ses débuts. Je retourne à Freud, puis cherche sur Internet, lis des thèses en psychanalyse qui traitent de l'angoisse, refais un dernier détour sur le séminaire 10 de Lacan. Je croule sous les informations que j'ai du mal à digérer. Tout est intéressant, saisissant et fait sens. Ça fuse dans mon esprit, j'ai envie de tout dire, tout ce que j'ai lu, mais comment? Il est temps de me mettre à écrire et là je bloque. Je n'arrive pas à faire le tri, à choisir, à organiser mon propos, bref, je n'arrive pas à accepter que je ne peux pas tout comprendre et tout utiliser dans mon propos. Un trop plein d'informations et me voilà angoissée et paralysée. C'est lorsque j'ai compris que cette intervention ne pouvait pas être parfaite et que je devais faire avec mes moyens de jeune clinicienne en apprentissage que l'écriture s'est faite. Accepter que je manquais est devenu tout à coup revigorant.